Et on a vu un peu la terminologie et tout ce qui va avec. Euh, Maintenant, je dis, on a promis qu'on va maintenant parler de principales crypto-monnaies. En tout cas, j'espère que pour le son, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que pour le son, tout est bien, que vous écoutez très bien ce que j'ai dit là. Alors, pour les crypto-monnaies, il y a les principales crypto-monnaies, il y a le Bitcoin, il y a le... Comment il fonctionne? Comme on l'a dit, en vrai, le Bitcoin, c'est le pionnier des crypto-monnaies. Ok? Donc, le Bitcoin repose sur la technologie blockchain. Comme je vous l'ai dit, la blockchain, c'est à peu près une technologie qui est immuable, qui est transparente. Et c'est cette technologie-là qui utilise le Bitcoin pour pouvoir exercer. Ok? Et il est également sur la preuve de travail, donc le minage. Donc, le Bitcoin, lui, il est miné comme l'or numérique. Il sert principalement des réserves de valeur et des moyens de transfert de valeurs décentralisés. Puisque le but principal de la crypto-monnaie, ça n'a pas été créé pour que les gens puissent devenir très riches, comme je vous l'ai toujours dit. Le Bitcoin a été créé pour que ça puisse devenir une monnaie facile à utiliser, que tout le monde peut utiliser pour envoyer de l'argent et recevoir de l'argent. La, la caractéristique, c'est que il y a que 21 millions d'unités émises de croissance et il y a des transactions qui sont pseudo-anonymes. Donc, les bitcoins, parce que quand on crée une crypto-monnaie, contrairement aux monnaies traditionnelles, quand on crée une crypto-monnaie, on lui donne une certaine valeur. Donc, on lui donne un certain nombre de pièces. Parce que je veux dire que la création même d'une pièce de crypto-monnaie, ça se passe de façon automatique et informatique en soi. Ok? Là, pourquoi quand, dans le processus de création d'une crypto-monnaie, on stipule, ok, moi, je veux que cette crypto-monnaie puisse avoir 100 millions de pièces, 100 milliards de pièces, 200 milliards de pièces. C'est toujours bon comme ça, right? Voilà pourquoi est-ce qu'une crypto-monnaie qui a plusieurs pièces, par exemple 100 trillions, en fait, c'est très difficile que sa valeur soit un peu plus se rapproche d'un dollar, tu vois. Voilà pourquoi il y a certaines crypto-monnaies qui leur valeur c'est 0,0000.1 dollar pour euh, pour euh, pour 1000 pièces. Vous voyez, voilà pourquoi est-ce que quand une crypto-monnaie a aussi plusieurs pièces en circulation, puis plusieurs pièces créées, sa valeur aussi est touchée. Ok? Donc pour le Bitcoin, lui, il n'a que 21 millions de pièces. L'Ethereum a aussi ce nombre de pièces. Donc chaque crypto-monnaie a ce nombre de pièces totales. Maintenant, ce sont ces nombres de pièces-là qui sont minées au fil du temps. Ils sont minés au fil du temps. Maintenant, ils entrent sur le marché. Et il y a les mineurs qui vont les miner grâce au minage, à des machines qui sont interconnectées entre eux. Oui, là, maintenant, on va voir, ok, ils ont, ils ont miné d'autres crypto-monnaies au fur et à mesure que le temps est en train d'avancer. Et plus on mine des pièces, plus les pièces deviennent rares. Par exemple, au début, en 2009, 2010, 2011, c'était très facile de miner. Chacun pouvait même miner avec son propre ordinateur portable. Mais les choses ont beaucoup changé. Maintenant, pour miner la crypto-monnaie, il faut beaucoup de machines puissantes qui sont interconnectées entre elles pour pouvoir valider les calculs mathématiques complexes. Vous voyez? Et à chaque résolution exacte, le mineur est récompensé est récompensé en crypto-monnaie qu'il est en train de miner. Il y a des machines qui minent les USDT, les machines qui minent les Ethereum, les machines qui minent les Litecoin, les machines qui minent le Bitcoin. Et donc, il y a certains cryptos surtout les cryptos qui sont sur leur propre blockchain. Puisque là, on va vous expliquer aussi les types de blockchain. Vous allez voir, par exemple, il y a des crypto-monnaies qu'on appelle entre parenthèses des crypto-monnaies parasites, puisqu'ils existent sur d'autres blockchains. Ok? Voilà pourquoi là, maintenant, on parlera de ERC20, TRC20, bon, tout ça, on va développé. En fait, le rôle principal du Bitcoin, il est considéré comme l'or numérique. Le Bitcoin est souvent utilisé comme réserve de valeur et comme actif de diversification dans le cas des portefeuilles. Okay? Il y a certaines personnes qui utilisent la crypto-monnaie genre pour diversifier leur investissement. Il y a ceux qui s'en foutent carrément de transferts, puisque le Bitcoin, il, sa valeur pourra toujours monter, puisque c'est une réserve qui, quand on y injecte de l'argent, carrément sa valeur monte. Vous voyez, sa valeur pourra nécessairement monter. Et il y a certaines personnes qui prennent ça comme réserve de valeur, comme ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici. Parce qu'on est là carrément, c'est pour gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Vous voyez. Alors, il y a maintenant l'Ethereum. L'Ethereum se fie
Donc c'est, en fait, celui qui a son micro ouvert, c'est toujours mieux qu'il puisse le fermer. Mais si Freddy Kevin, si c'est Madame Freddy Kevin, je sais pas trop. Freddy Kevin a son micro qui est ouvert, c'est mieux qu'il le ferme pour qu'il puisse pas y avoir des interférences. Et le micro, c'est bon. Alors là, j'ai parlé de ça, de l'Ethereum. L'Ethereum, en fait, c'est la deuxième grande crypto-monnaie. L'Ethereum va au-delà de la simple monnaie numérique. Il permet l'exécution des contrats intelligents et des applications décentralisées grâce à sa machine virtuelle d'Ethereum. Voilà pourquoi Ethereum, lui, il est beaucoup plus, c'est le proof of stake. C'est-à-dire que lui, il est caractérisé sur un autre système qui n'est pas seulement le minage. Vous voyez? Il y a maintenant ces caractéristiques qui sont non, il y a une émission continue des contrats intelligents et chain complet. Le rôle d'Ethereum, l'Ethereum est au cœur de l'écosystème DeFi, la finance décentralisée, parce que comme je vous ai dit, la plupart de la finance décentralisée, c'est le fait de prendre les concepts de la finance moderne, on les met sur la blockchain. C'est ça la finance décentralisée en quelque sorte. Donc les prêts, les emprunts, les assurances et tout ça. Maintenant, le réseau Ethereum, c'est lui qui permet en quelque sorte de créer ce genre de processus. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, lui, ne peuvent pas le faire puisqu'il n'a pas été créé pour les contrats intelligents. Mais vous allez voir, la plupart des protocoles que je vais vous présenter tournent autour d'Ethereum. Donc la plupart des protocoles DeFi, des protocoles de la finance décentralisée, utilisent les réseaux et ou la blockchain Ethereum pour pouvoir tourner les différentes applications. Vous voyez, comme je vous ai dit, chaque crypto-monnaie a sa raison d'être. Chaque crypto-monnaie, c'est comme une entreprise derrière. Ok? C'est comme, donc, investir en crypto, c'est comme investir même sur les actions. Donc, c'est à peu près la même chose, mais bien que c'est pas la même procédure ou la même, mais en tout cas, côté psycholo, côté, côté thématique, c'est presque la même chose, en quelque sorte. Puisque quand vous investissez sur une crypto-monnaie, c'est comme si vous investissez sur un projet, dans une entreprise quelconque. Voilà pourquoi vous devez choisir minutieusement les crypto-monnaies sur lesquelles tu veux investir. Disons, je vais investir dans des crypto-monnaies qui, eux, par exemple, qui sont dans le secteur de l'intelligence artificielle ou qui sont dans le secteur de la santé. Tout ça, il y en a aussi il y en a aussi il y en a aussi en crypto-monnaie et on va vous montrer tout ça. Maintenant, il y a aussi le Binance Coin. Le Binance Coin, c'est à peu près, c'est le BNB. C'est une crypto-monnaie qui a été créée par Binance. Binance, c'est une exchange, comme je vous ai dit hier. Une exchange, c'est une plateforme, en fait, où on peut échanger des crypto-monnaies, etc. Mais également acheter, vendre des crypto-monnaies sur Binance. Donc, c'est un échangeur qui est centralisé. Donc, il est géré par une certaine personne. Tout ça, on développera, on verra la différence entre un échange, pardon, décentralisé et un échange qui est centralisé. Mais Binance, lui, c'est un échange qui est centralisé puisqu'il est géré par des tiers, par des tierces personnes. Mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont accès à vos fonds. Non, et seulement gère le portefeuille crypto-monnaie, c'est pas eux qui vont valider ou approuver les transactions carrément. Donc bref, cette crypto-monnaie ici qui s'appelle les BNB, c'est une crypto-monnaie qui a été mise par Binance lui-même. Okay? Les BNB est initialement utilisé pour payer des frais de transaction sur la plateforme. Donc voilà pourquoi je vous ai aussi dit que chaque crypto-monnaie a sa raison d'être. Binance, lui, vu que c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, il avait créé sa propre crypto-monnaie pour que le frais de transaction puisse être payé en cette crypto-monnaie. Tu vois, donc c'était ça le but de la création de cette crypto-monnaie. Vous voyez, il y a plusieurs de mes amis qui avaient investi sur cette crypto-monnaie quand c'était encore très bas et ils ont gagné en tout cas beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a les caractéristiques, c'est utilisé pour payer le frais de c'est maintenant Smart Chain. Il y a le brillage périodique pour réduire l'offre. Donc on vous montrera également ceci, ce qu'on appelle le burn. Donc il y a une façon en fait de brûler les pièces certaines pièces de crypto-monnaie. Disons, il y a par exemple 21 millions de pièces, on peut avoir des brûlures. On fait ces brûlures là-bas, c'est pour augmenter le prix des crypto-monnaies. Donc c'est carrément une très bonne chose. Il y a certains brûlures qui se passent avec certaines crypto-monnaies. Donc on peut émettre par exemple 100 millions de pièces
Bah, et à un moment donné, on brille 10 millions. Vous voyez. Et c'est là, avec ce processus là-bas, ça augmente le prix de cette crypto-monnaie là-bas. Ok. Certes, on peut diminuer, mais je pense pas qu'on peut en tout cas augmenter d'autres pièces des crypto-monnaies. Ok. À moins que je me trompe, mais en tout cas, je ne pense vraiment pas. Parce que la crypto-monnaie, c'est créé pour être intelligible, que personne ne peut modifier ou valider genre les opérations déjà. Donc c'est vraiment décentralisé. C'est l'une des caractéristiques d'une crypto-monnaie. Ça doit être décentralisé. Les transactions doivent se faire de personne à personne, etc. Maintenant, il y a le rôle. Il y a maintenant les rôles. Je voulais d'abord savoir si tout le monde est admis dans le groupe. J'ai envoyé un message dans le groupe WhatsApp. Les rôles, les rôles, donc, en plus qu'une crypto-monnaie pour les transactions, les bien utilisés des cas tels que le lancement des projets ICO sur Binance Launchpad. Voilà, comme je vous ai dit, souvent, Binance ici, il est généralement, donc la plupart des nouveaux projets, quand il y a des projets, donc, quand il y a des nouveaux cryptos qui se lancent, souvent, Binance publie ça sur Binance Launchpad. Bon, c'est souvent inaccessible dans certains pays, par exemple, comme la RDC. Par là même, pour moi, mon compte Binance, ça n'a pas été créé en RDC, j'ai une autre identité dans laquelle j'utilise pour mon compte Binance. Parce que avant, Binance n'était pas accessible en RDC. Ok, je sais pas, il a été accessible juste ici récemment, il y a peut-être des 3 ans, mais moi je l'ai utilisé avant parce que je l'avais créé en utilisant d'autres coordonnées qui n'est pas de la RDC. Moi, par exemple, j'ai accès à pouvoir accéder à ces Launchpad. Ok, c'est là où on publie souvent quand il y a des nouveaux projets qui sont là et que vous voulez investir sur les nouveaux projets avant tout le monde. Que je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Binance Launchpad. Vous verrez certains projets qui sont là, certains nouveaux projets. Alors vous les étudiez. Si vous voyez que ça vous intéresse, vous investissez dedans. Donc c'est comme ça. Alors on va pas parler des Ripple. On va maintenant sauter sur le Litecoin. Souvent, le Ripple ici, juste pour le dire, c'est une crypto-monnaie qui est beaucoup plus utilisée par les institutions. Tu vois? Donc, Ripple est conçu pour faciliter les transactions transfrontalières et les paiements entre institutions financières. Vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque crypto-monnaie a son rôle. Là, je le répète plusieurs fois parce que je le répète plusieurs fois parce que c'est ça même la base de l'investissement en crypto-monnaie. Chaque crypto-monnaie doit répondre à un problème donné. Chaque crypto-monnaie est là comme une entreprise. OK? Et chaque crypto-monnaie a son cas d'utilisation qui est un peu différent. Pour le Bitcoin a son propre cas d'utilisation, l'Ethereum a son propre cas d'utilisation, le BNB Smart Chain a son propre cas d'utilisation, le Ripple ici, qu'on appelle XRP, a son propre cas d'utilisation. Ce que j'avais oublié de vous dire avant, c'est que chaque crypto-monnaie a son propre code. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est BTC. Pour les Ripple ici, c'est XRP. Donc, on crée une crypto-monnaie, puis on lui donne aussi, c'est comme un code ou un symbole quelconque. OK? Parce que pour l'Ethereum, c'est ETH. Je vous enverrai une liste de tout ceci. N'oubliez pas de me les rappeler dans le groupe après cette séance. Donc là, on a le XRP, lui, il est souvent utilisé dans les secteurs financiers traditionnels pour faciliter les paiements rapides et peu coûtés. Donc, il est souvent utilisé par les grandes institutions financières. C'est comme je vous avais dit, en 2021, depuis 2021 jusqu'à nos jours, certaines institutions ont commencé à s'intéresser de plus en plus aux crypto-monnaies. Maintenant, il ne faut pas utiliser toutes les crypto-monnaies. Souvent, Ripple, lui, il répond souvent à plusieurs besoins, bien que à plusieurs besoins des institutions, bien qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, chacun a son propre rôle, chacun a son propre cas d'utilisation selon les besoins. Ok? Et maintenant, les Litecoin, c'est comme on appelle ça comme une dérivée du Bitcoin, parce que les Litecoin offrent des temps de confirmation plus rapides
utilise un algorithme de hachage différent. Donc, il utilise un algorithme de hachage différent de celui de Bitcoin. Mais à peu près, les Litecoin ici, il y ressemble presque au Bitcoin. Puisque ça, en tout cas, c'est parmi l'un des premières crypto-monnaies qui avait été créées après le Bitcoin. Ok? Donc, il y en a vraiment toute une liste de crypto-monnaies. Je vais vous montrer également comment le voir. Maintenant, il y a le Polkadot. Le Polkadot vise à connecter plusieurs blockchains. Tu vois, son fonctionnement, lui, il vise à connecter plusieurs blockchains pour permettre l'interopérabilité entre elles. Il utilise un modèle de consensus, proof of stake, donc pour le staking, etc. Donc le rôle de cette crypto-monnaie ici, lui, a pour objectif de pouvoir connecter d'autres blockchains entre elles. Comme je vous ai dit, chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain, bien qu'il y a certaines crypto-monnaies qui utilisent les blockchains d'autres crypto-monnaies. C'est là maintenant que nous pouvons voir, par exemple, des cryptos comme, par exemple, prenons Baby Dogecoin. Baby Dogecoin, on peut parfois les retrouver sur BNB, donc Baby Dogecoin BP20. On peut les retrouver également sur Ethereum. Je ne sais pas s'il y en a aussi sur Tron, mais je pense qu'il y a uniquement sur BNB et sur Ethereum. Donc on peut avoir une seule crypto-monnaie, mais qui est sur deux blockchains. Bon, ça, on verra sûrement après. Maintenant, cette Polkadot ici, c'est une crypto. Donc lui, il est beaucoup plus utilisé pour relier plusieurs blockchains entre elles. Ok? Maintenant, comme je vous ai dit, je stake rarement le shitcoin. Il y a même un ami hier qui m'a écrit et m'a dit non bro, moi j'avais acheté les crypto-monnaies en 2021, mais aujourd'hui ça n'a même pas pris de valeur. Mais après vérification, je me rends compte que le gars a acheté des cryptos comme de Baby Doge, des cryptos comme de Pitbull. Donc ces cryptos-là que j'appelle genre des shitcoins, des cryptos qui n'ont pas vraiment de valeur, il y a vraiment pas grand chose derrière. Au fait, personnellement, c'est mon cas personnel, je n'aime pas investir sur de tels projets personnellement. Des cryptos où on va peut-être te faire 10 millions de pièces pour $1. Donc vraiment, moi je préfère investir uniquement sur des vrais projets, des cryptos qui ont de l'avenir, des cryptos qui présentent en tout cas des très bonnes fondations solides. Vous voyez. Peut-être peut-être en investissant sur les cryptos comme le Bitcoin, les Ethereum, les Dogecoin. Ça, ce sont des cryptos très solides, sérieusement. Peut-être que tu feras rarement 1 fois 1000, 1 fois 500, mais 1 fois 2, 1 fois 3, c'est carrément possible. Vous voyez. Donc moi, je préfère beaucoup plus, dans mon système d'investissement, je préfère beaucoup plus miser sur la sécurité d'abord. Je sécurise d'abord mes fonds et c'est ça même la psychologie d'un vrai investisseur. Un vrai investisseur, lui, sécurise d'abord son capital. Voilà pourquoi investir moi sur des shitcoins, genre on me présente un projet comme ça, déjà j'ai investi. J'analyse d'abord le projet. Je vois si les gens derrière le projet sont crédibles, sont... Bon, on vous montrera également tout cela. Donc bref, personnellement, si je peux vous suggérer quelque chose, c'est d'éviter d'investir sur des shitcoins. Des projets comme des Pitbull, donc ces projets-là qui n'avaient pas carrément de sens. C'est comme ça que j'avais... Ou un projet où on les crée, on les pompe, parce qu'il y a ce qu'on appelle du pump and dump. Où le fondateur du projet, par exemple, il crée un projet crypto, il investit donc il injecte la liquidité dedans, donc il achète plusieurs pièces avec d'autres crypto-monnaies par exemple, et puisqu'il y a de la liquidité qui vient d'être injectée, la crypto là-bas va monter directement, peut-être faire un plus 25%, un plus 50%, mais voilà même un plus 100%. Mais ce truc là c'est un pump and dump, puisque on va les pomper pour attirer les investisseurs, ok? Dès que les gens vont voir, ah, le prix vient de faire 1 fois 50, 1 fois 100. Donc, ça peut carrément être bien, j'investis là. Et puis là, les gens vont acheter, alors que le prix a déjà fait son fois 100, par exemple, ou fois 50. Et là, qu'est-ce qui va se passer après? Le même fondateur là-bas, ils vont vendre leurs pièces et récupérer toute la liquidité qui a été injectée. C'est ça qu'on appelle du pump and dump. On les fait monter, on les pompe ou on les dump. Donc, on les fait baisser maintenant en reprenant toutes les liquidités qui ont été prises. Voilà pourquoi je vous ai, en prenant toutes les liquidités qui ont été injectées
sur cette crypto-monnaie là-bas. Vous voyez. Voilà pourquoi je vous conseille en tout cas d'investir sur des projets sérieux. Analysez très bien. Je vais vous montrer tout ça là. Je vais vous montrer euh, à peu près beaucoup d'éléments à voir pour mieux investir sur un projet. Donc beaucoup de critères à voir sur un projet pour qu'il soit appelé projet crédible. Puisque on a enseigné ça à des personnes qui ont respecté ça et certains ont commencé avec très peu d'argent et aujourd'hui ils ont gagné quelque chose. Ok. Il y a des personnes qui ont acheté des petites crypto-monnaies régulièrement, arrivé peut-être à 100 dollars de crypto-monnaies ou 50 ou, même, ou 50 dollars de crypto-monnaies. Et quelques mois après, ils ont fait 2 fois 5 fois 10 et ils ont gagné carrément beaucoup d'argent. Okay? Il y en a plusieurs. Donc, le principe que je vais vous partager pour me récupérer un beau projet crypto, ce sont des éléments vérifiés et que nous utilisons et qui marchent très bien. Ok? Donc, en tout cas, personnellement, je vous conseillerais d'éviter le shitcoin. C'est mon avis personnel par rapport à cela. Ok? Maintenant, on va maintenant parler un tout petit peu de portefeuille. Enfin, les portefeuilles cryptographiques sont des outils numériques permettant aux utilisateurs de stocker, gérer et transférer des crypto-monnaies. Comme on vous l'a dit, par exemple, quand vous voulez par exemple faire une transaction dans une banque, voilà, on peut par exemple vous faire soit une application, soit on va vous faire une carte que vous allez utiliser pour retirer de l'argent, envoyer de l'argent, etc. Maintenant, en crypto-monnaie, il y a aussi des portefeuilles. Ce sont des dispositifs qui permettent de pouvoir stocker des crypto-monnaies. Puisqu'il va falloir que, si tu veux faire des transactions en crypto, ça doit se trouver sur un certain portefeuille. Maintenant, on va maintenant parler de ce portefeuille là-bas. Il fonctionne à l'aide des clés privées et publiques. Comme je vous l'ai dit, votre clé privée, c'est comme si c'est votre code secret. Ok? Puisque quand vous allez créer votre propre portefeuille crypto-monnaie, je vais vous montrer comment le faire. Pour être pour être pour éviter qu'est-ce que je disais. Bah, il fonctionne à l'aide des clés privées. Donc en vrai la clé privée là-bas c'est comme votre code secret qui sera utilisé pour accéder à vos fonds. Donc c'est souvent une chaîne de caractères ça peut être 12 mots ou 24 mots selon le type de portefeuille. Ces clés là-bas je vous conseille même de les garder très jalousement. Là où, en fait, je peux dire, vous les gardez là où vous gardez vos documents de votre parcelle. Parce que ces clés privées là-bas, si elles sont dans le main d'une mauvaise personne, elle peut les connecter et pouvoir transférer facilement vos fonds. Vous voyez. Donc, en créant votre portefeuille crypto-monnaie, vous aurez besoin. On vous fera votre propre clé privée et votre clé publique. La clé publique, c'est l'adresse maintenant que vous utilisez pour recevoir les fonds. Donc, par exemple, moi, je vais vous envoyer des crypto-monnaies. Vous me donnez votre clé publique. C'est votre adresse de crypto-monnaie. Vous me les donnez. J'envoie des crypto-monnaies à cette adresse-là que tu m'as envoyée, qui est votre clé publique. Donc ça, tout le monde peut les voir, il n'y a pas de souci. Mais votre clé privée, lui, vous ne devez le donner à personne sous aucun prétexte. Maintenant, quels sont les types de wallets? Je vais faire un peu gros. Quels sont les types de wallets? On va un peu le faire gros. Pour que vous puissiez très bien voir. Hein. On va le mettre même en 16. C'est bon, je pense. Alors, il y a premièrement des portefeuilles logiciels. Donc ça, c'est les types de wallets en crypto-monnaie. Il y a ce qu'on appelle les portefeuilles logiciels. Ce sont des applications logicielles installées sur des appareils électroniques tels que les ordinateurs ou les smartphones. Ils offrent un équilibre entre commodité et sécurité. Donc là, les portefeuilles logiciels, donc c'est comme un certain logiciel comme ça que vous avez sur votre ordinateur ou votre téléphone. Puis, vous allez créer un portefeuille crypto-monnaie en utilisant ces logiciels là-bas. On vous montrera comment faire ça, mais ça, ce n'est pas très populaire en Afrique. Okay? Il y a également les portefeuilles matériels.
Ce sont des dispositifs physiques dédiés à la gestion des clés privées. Ils offrent un niveau élevé de sécurité car les clés privées sont stockées hors ligne. Par exemple, les ledgers. Donc, ce portefeuille matériel, d'ailleurs, je le conseille à plusieurs personnes. Si vous commencez à faire des grosses volumes de transactions, c'est un dispositif comme ça, matériel. Donc, vous l'achetez. Voilà. Si vous avez, si il y aura une personne qui voudra peut-être acheter ce genre de portefeuille pour plus de sécurité, il pourra me contacter, je lui enverrai un lien pour pouvoir acheter ce type de portefeuille. Donc, c'est un dispositif matériel, donc physique, que tu as entre tes mains. Maintenant, ces trucs-là, ça sera, donc toutes les crypto-monnaies seront stockées là-dedans. De telle façon que ta clé privée, tes codes seront connectés, donc seront stockés hors ligne à partir de ces dispositifs là-bas. Donc ça offre vraiment une très grande sécurité, mais c'est vraiment très bien. Donc les cas souvent de ce genre de portefeuille, il y a par exemple les ledgers. C'est très bien. Donc je les conseille en tout cas beaucoup à beaucoup de personnes. Parce qu'ici, il s'agira de garder tes 12 mots hors ligne. Personne ne peut avoir accès à cela. Tu prends seulement ces outils là-bas, tu les connectes à ton ordinateur, tu valides la transaction physiquement et puis ça. Donc il y a un type comme un certain empreinte digitale que tu valides sur ton dispositif et ça se confirme directement. Donc sans ce truc là, tu ne peux pas accéder à tes crypto-monnaies. Donc bref, une personne qui est par exemple un hacker, peu importe ce qu'il peut faire dans ton ordinateur, si il arrive à les pirater, il ne pourra pas avoir accès à tes mots secrets puisqu'ils sont stockés hors ligne. Maintenant, il y a les portefeuilles en ligne. C'est là maintenant qu'on a les Trust Wallets, les Metamask, les Binance, etc. Donc, ce sont des services hébergés sur les clouds, accessibles via un navigateur web. Ils sont pratiques, mais exposés aux risques de sécurité liés à la connexion Internet. Vous voyez. Donc, maintenant, ces portefeuilles en ligne ici, vu qu'on a des portefeuilles d'abord physiques, comme des ledgers, il y a également des portefeuilles physiques. Pardon, des portefeuilles en ligne, comme Trust Wallet. Donc, tu te connectes seulement sur Internet, tu vas sur une plateforme comme ça, tu crées ton propre wallet crypto-monnaie. On va te donner tes clés privées ainsi que tes clés publiques. Mais là, ça va se passer en ligne. Bien sûr, tu peux prendre tes mots là-bas, tu les gardes hors ligne, par exemple. Tu peux prendre tes mots, tes clés privées, les 12 mots de récupération là-bas, tu les gardes hors ligne. Donc, mais il faut savoir que si tu les gardes par exemple dans ton téléphone ou quelque part, si par exemple une personne mal intentionnée arrive à tomber sur cela, il peut facilement se connecter dans ton wallet et faire des transactions. Ok? Ça, on va beaucoup en parler puisque ce n'est pas très accessible en Afrique. Il y a des portefeuilles papier où. Donc, il y a vraiment plusieurs types de portefeuilles et sécurité en crypto-monnaie. Puisque là, il s'agira par exemple de. Quand tu crées ton portefeuille crypto-monnaie, on te dira d'imprimer directement tes 12 mots de récupération. Ok? Tes clés privées sont directement imprimées sur papier et tu les gardes en ligne. Mais ça, ce n'est pas très accessible en Afrique, voilà, et pas vraiment très répandu. Maintenant, quel est le fonctionnement des portefeuilles? Chaque portefeuille cryptographique contient une paire de clés. Comme on vous l'a dit, il y a une clé privée et une clé publique. La clé privée, c'est comme votre code secret, et la clé publique, c'est votre adresse que vous utilisez pour recevoir les fonds en crypto-monnaie. La clé privée est utilisée pour signer les transactions et prouver la propriété des fonds. C'est comme je vous l'ai dit aussi là-bas. Quand vous faites une transaction, vous devez la confirmer. Et uniquement, la seule personne qui doit la confirmer, c'est la personne qui a ses clés là-bas. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. La crypto-monnaie, c'est la cryptographie. Et la cryptographie, c'est l'art de chiffrer les informations de telle façon que seulement la personne qui a les codes de déchiffrage peut voir le message, peut décrypter le message. Vous voyez? Quand vous voulez envoyer des crypto-monnaies, il y a que le 12 mois là-bas, ou par exemple, vous devez valider la transaction uniquement si vous détenez votre clé privée.
Ok? Lorsqu'une transaction est initiée, elle est signée avec la clé privée du propriétaire du portefeuille, puis elle est diffusée sur les réseaux pour la validation. Comme je vous dis, ceux qui valident les transactions, ce sont le mineur, le minage. Donc, dès que tu fais une transaction, tu envoies par exemple les bitcoins à une personne. Tu vas, avant que les bitcoins ne sortent de ton portefeuille, tu dois les valider. Donc, tu dois approuver la transaction à l'aide de ta clé privée. Dès que tu approuves la transaction, ça va directement sur les réseaux, sur la blockchain. C'est comme je vous dis là, tout se passe sur Internet, sur un serveur très sécurisé, en vrai, sur la blockchain qui est connectée directement dans plusieurs ordinateurs de plusieurs mineurs. Ok? Donc c'est directement sur les réseaux. Maintenant, ces mineurs là-bas, une fois que tu as approuvé la transaction, ces mineurs-là vont maintenant approuver cette transaction. Maintenant, le mineur qui aura plus de machines, le mineur qui résoudra cette calcul mathématique complexe, en premier, c'est lui qui recevra la récompense. Et la récompense, ce sont maintenant là le frais des transactions. Le frais des transactions vont directement chez le mineur qui a approuvé la transaction en premier. Donc, par exemple, une personne qui fait le minage avec une seule machine de minage n'aura pas les mêmes récompenses qu'une personne qui fait le minage avec 10 machines de minage. Vous voyez un peu? Donc, ça sera très différent. C'est un peu comme ça que se passe une transaction en crypto-monnaie. Donc, tu envoies de l'argent à quelqu'un, ça va sur la blockchain, le mineur confirme ça, puis après confirmation, après validation, le fonds arrive dans le portefeuille de la personne en question à qui tu as envoyé tes crypto-monnaies. Maintenant, quelle est la sécurité des portefeuilles? La sécurité des portefeuilles cryptographiques dépend de la manière dont les clés privées sont gérées. Souvenez-vous, vous devez très bien garder vos clés privées. Vos 12 mots que vous avez quand vous créez votre wallet, votre propre wallet, je vais vous montrer comment les faire. Vous devez les garder très jalousement. Okay? Les bonnes pratiques de sécurité comprennent la sauvegarde sécurisée des clés privées, l'utilisation des portefeuilles matériels pour les fonds importants. Voilà pourquoi, quand vous commencez à faire, disons, des grosses transactions, comme par exemple plus de 10 000, 5 000, plus de 10 000, 15 000, 50 000, là, je vous conseille d'avoir un ledger. Parce que le ledger, là-bas, c'est un portefeuille qui est matériel, c'est très sécurisé. Puisque même si vous perdez votre ledger, disons qu'il s'est brûlé ou qu'il s'est mouillé, puisque c'est matériel, vous avez la possibilité de récupérer vos fonds, il est connecté à un certain logiciel, mais ce logiciel là-bas, il ne fonctionne pas aussi sans tes clés privées. Okay? Donc il y a les logiciels, la clé privée, et il y a les logiciels, la clé privée et les ledgers. Mais ce qui est important là-bas, ce sont les clés privées. Parce que tu peux perdre ton ledger, il peut se brûler, tu achètes un autre ledger, tu connectes tes clés privées, ça va les reconnaître directement. Donc ça veut dire que si tu perds ton ledger là physique, toutes tes monnaies se perdent, non. Si tu perds ton ledger, tu peux acheter un autre et récupérer directement tous tes fonds en utilisant la clé privée que tu as, la clé privée que tu as. Voilà pourquoi si une personne a tes clés privées, il peut forcément connecter un autre, il peut forcément avoir un ledger et connecter avec tes fonds. Voilà pourquoi donc, le plus important c'est toujours de garder ces fonds de garder ces fonds hors ligne et très sécurisés. Et pour sauvegarder ces fonds, carrément, il faut savoir seulement comment garder ses clés privées. Ok? Donc, c'est un peu ça. Alors, demain, on va voir maintenant comment acheter, vendre et stocker des crypto-monnaies maintenant dans ce portefeuille là-bas. Donc, je vais d'abord vous montrer comment créer un portefeuille, les types de portefeuilles que nous avons. Donc, on va faire un peu la pratique, comment créer un portefeuille, crypto-monnaies, comment envoyer des cryptos, comment recevoir des crypto-monnaies. Donc, bref, ça sera comme des tutoriels directement pour vous expliquer comment utiliser des portefeuilles crypto-monnaies. Sinon, merci pour aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Pour le reste, on se retrouve dans... On va parler de blockchain. Comme je vous ai dit, en quelque sorte, on va commencer avec la définition de la blockchain.
La blockchain, c'est un registre public où sont enregistrées toutes les transactions d'une crypto-monnaie. Donc, toutes les transactions qui se passent sont publiques. Tout le monde peut les consulter dans un registre qu'on va appeler blockchain. Right? Donc, dès qu'une transaction est effectuée, il va directement sur la blockchain. Et toutes les transactions en crypto-monnaie sur toutes les blockchains, sur toutes les crypto-monnaies, vont directement sur une blockchain. Et tout le monde peut vérifier ces transactions là-bas de façon publique. Ok? Maintenant, chaque crypto ou coin a son propre blockchain. Donc, le Bitcoin a son propre blockchain, l'Ethereum a son propre blockchain, le BNB Smart Chain a son propre blockchain, l'Etron a son propre blockchain. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on va appeler les tokens. Les tokens, eux, ce sont des crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain. Voilà pourquoi, par exemple, on peut parler des USDT TRC20. Donc, c'est USDT qui est sur les réseaux de Tron. Donc, c'est en quelque sorte comme des parasites, puisqu'ils existent grâce à d'autres blockchains. Et quand on fait des transactions avec ces crypto-monnaies là-bas, et quand on fait ces transactions, et quand on fait des transactions avec ces crypto-monnaies là-bas, qu'est-ce qui se passe? On... Et quand on fait des transactions avec ces crypto-monnaies, les, les frais des transactions sont payés avec la crypto de la blockchain en question. Donc, par exemple, si je t'envoie, par exemple, les USDT TRC20, les frais de crypto-monnaie seront payés en Tron, puisque TRC20, c'est Tron. OK? Donc, ça empêche ça. Donc, en bref, un token, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas son propre blockchain. Et un coin, c'est une crypto qui a sa propre blockchain. Right? Puisqu'il y a certains cryptos qu'ils ont créés facilement comme ça, mais en utilisant une blockchain d'une crypto-monnaie déjà existante. Et les frais de transaction seront payés avec cette crypto-monnaie qui a été créée avec la blockchain en soi. J'espère que c'est le plus simple possible. Alors, il y a plusieurs blockchains, mais on va voir le plus populaire. Il y a premièrement Ethereum, qui est sur les réseaux ERC20. L'Ethereum, lui, il a son propre blockchain. Donc, quand on parle des réseaux, là, on parle des blockchains directement. OK? L'Ethereum en soi, c'est une crypto-monnaie. Maintenant, il y a son réseau qui est le réseau ERC20. Vous voyez donc, à chaque fois que vous verrez ERC20 partout dans le monde de la crypto-monnaie, là, référez-vous directement au réseau Ethereum. Maintenant, on a le Binance Smart Chain. Comme vous savez, Binance Smart Chain, c'est une crypto-monnaie qui a été développée par Binance lui-même. Donc souvent, cette crypto-monnaie, comme je vous l'avais dit, elle a été créée pour faciliter le paiement de frais sur la plateforme d'échange centralisée Binance, ok? Donc partout où vous entendrez parler de BP20, BP20, c'est lui le réseau, c'est la blockchain de la crypto-monnaie Binance Smart Chain, right? Donc BP20, c'est pour Binance, ERC20, c'est pour Ethereum. OK? Maintenant, il y a le Tron. Le Tron, lui, c'était RC20. Donc, tous ceux qui sont ici au début, Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Binance Smart Chain, c'est une crypto-monnaie. Tron, c'est également une crypto-monnaie. Mais ça, ce sont des crypto-monnaies qui ont directement leur propre blockchain. Maintenant, il y a d'autres crypto-monnaies qui utilisent le blockchain de ces crypto-monnaies ici, OK? Pour leur faciliter la chose. Donc, c'est comme si c'était des cryptos qui existaient grâce à d'autres blockchains qui existent déjà. Et ça, c'est facile à créer parce que c'est facile de créer une crypto-monnaie qui est une autre, elle est maître, c'est une blockchain déjà existante, qui est d'essayer de créer sa propre blockchain.
Ça demanderait beaucoup plus de calculs mathématiques. Right? Il y a maintenant une autre blockchain qu'on appelle Solana, qui est avec la crypto-monnaie qu'on appelle également Solana. Donc, c'est la même chose. Donc, quand vous entendez parler de Solana, souvenez-vous que Solana a sa propre blockchain et il peut y avoir des crypto-monnaies qui sont créées sur la blockchain de Solana. Ok? Donc, ici, on a directement euh, le réseau Polygon. Ok? Maintenant, le réseau Polygon, Polygon, c'est une crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie qui a aussi sa propre blockchain qu'on appelle Matic. Donc, à chaque fois que vous entendez parler, venez vous qu'on parle directement de Matic. Ok? Donc, Polygon, c'est ça Matic. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est au débit, c'est une crypto-monnaie. Donc, le Polygon, c'est une crypto-monnaie. Solana, c'est une crypto-monnaie. Tron, c'est une crypto-monnaie. Binance Smart Chain, c'est une crypto-monnaie. Et Ethereum aussi, c'est une crypto-monnaie. Ok? Maintenant, ces crypto-monnaies ont leurs propres réseaux ou leurs propres blockchains. Maintenant, il y a également Bitcoin. Bitcoin, lui, sa blockchain est appelée Bitcoin seulement. Vous voyez? Ce qu'il faut préciser ici, c'est que il y a enfin, pardon, certains blockchains acceptent facilement la création d'autres tokens en utilisant leur blockchain. Mais il y a certains blockchains qui n'acceptent pas cela, par exemple comme celui de Bitcoin. Tu ne peux pas créer une crypto-monnaie en utilisant la blockchain de Bitcoin, c'est impossible. Mais tu peux créer une crypto-monnaie en utilisant les réseaux ERC20 d'Ethereum, les réseaux BNB20 de Binance Smart Chain, les réseaux TRC20 de Tron, les réseaux Solana, les réseaux Matic de Polygon. Ok, mais sur Bitcoin, c'est impossible de pouvoir créer une crypto-monnaie. Par exemple, aussi sur les Litecoin aussi. Pour les Litecoin, vous ne pouvez pas également créer une, 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 un token. Souvenez-vous, un token, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas sa propre blockchain. Ethereum, c'est un coin, mais par exemple, Baby Dogecoin, c'est un token, puisqu'il n'a pas sa propre blockchain. Carrément. Maintenant, vu que toutes les transactions sont visibles, toutes les transactions sont euh, toutes les transactions sont un peu publiques. Tout le monde peut voir combien de fonds il y a dans quel portefeuille. Tout le monde peut voir si la transaction a été effectuée quand, mais personne ne peut voir ce qu'il y a dans les comptes d'une personne. Vous voyez, donc on ne peut pas voir qui est cette personne en question. Puisqu'avec seulement une adresse publique, comme je vous l'avais dit, l'adresse publique, c'est une adresse qui est utilisée pour recevoir les crypto-monnaies. Tu peux m'envoyer ton adresse publique, qui est l'adresse pour recevoir les crypto-monnaies, par exemple, ton adresse Bitcoin. Et avec ça, je peux aller sur l'explorateur et voir directement combien de bitcoins il y a dans ces wallets là-bas. Mais je ne saurais pas si ces wallets-là appartiennent à qui précisément, puisque c'est anonyme. Personne ne peut connaître réellement la vraie identité de la personne en question, mais on peut voir combien d'argent il y a dans ces wallets-là particuliers, bien qu'on ne saura pas à qui appartient ces wallets-là. Right? Mais on va vraiment essayer d'explorer l'explorateur de Bitcoin. On va explorer en fait la blockchain en soi, en fait, là où se passent toutes les transactions pour que vous essayez de voir comment cela se passe de façon directe et de façon un peu familière. Ok, donc comme j'étais en train de le dire, ici directement, on est sur blockchain.explorer. C'est là où nous allons vérifier toutes les transactions qui ont été effectuées sur le Bitcoin en soi. Ok, donc on peut le voir ici par exemple. Ici, il y a les derniers blocs.
les derniers blocs qui ont été minés avec, donc, dans ce bloc ici, il y a maintenant plusieurs transactions. Comme on vous l'a dit, la blockchain, c'est une chaîne de blocs qui regroupe plusieurs transactions à la fois et toutes les transactions sont ici publiques et en bloc en soi. Parce que dans ces blocs ici, il y a plusieurs transactions qui ont été effectuées dedans. Par exemple, essayons de cliquer dedans. Quand je clique sur ces blocs ici, on va voir ce que ça va ouvrir. Parce que comme vous pouvez les voir ici en bas, on a plusieurs transactions. Donc ça, ce sont les dernières transactions qui ont été effectuées. Vous voyez, à la même heure, même minute, même seconde, il y a une cinquantaine, une centaine de transactions qui sont effectuées directement, même minute, même heure et même seconde. On peut par exemple voir ces blocs ici. Ça, c'est le dernier bloc qui a été miné ici récemment. Donc, il a été miné à quelle heure? Voyons. Aujourd'hui, le 8 mars 2024, 8h16. Maintenant, dans ces blocs ici, il y a plusieurs transactions qui ont été faites. Vous voyez tout ça ici. Tout ça ici, ce sont des transactions qui regroupent, qui sont dans ces blocs. Sachant qu'il y a plusieurs blocs. Ça c'est le bloc numéro 833 773. Vous voyez, ça c'est le numéro de bloc. Donc, bref, il y a tout ce nombre ici. Il y a environ 800 000 blocs qui ont déjà été minés, qui sont directement sur la blockchain des Bitcoin. Et donc, vous voyez que vraiment c'est énorme. Les bitcoins, c'est tellement grand, tellement beaucoup de personnes utilisent des crypto-monnaies. Imaginez seulement autant de transactions qui sont effectuées. C'est des milliards et des milliards, même des trilliards de dollars qui sont effectués tous les jours. On va voir également le daily market cap des Binance. Vous allez comprendre tout ça. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler les hash. Donc, chaque transaction a ce qu'on appelle un hash de transaction. Vous voyez, comme par exemple, quand vous envoyez l'argent. Ok. Quand par exemple, vous envoyez l'argent sur RTL ou quand vous envoyez l'argent sur M-Pesa, chaque transaction a son identifiant. Vous voyez, souvent c'est ID, la date, l'heure, bref, chaque transaction a son propre identifiant. OK? Et là, on peut directement comprendre quoi? On peut directement voir qu'en crypto-monnaie aussi, il y a comme un identifiant de chaque transaction. Ici, on va l'appeler un hash. Hash des transactions. Right? Maintenant, ces hash-là des transactions, il est tellement, il est unique que grâce seulement à ces hash de transactions ici, je peux les copier. Vous pouvez le voir. Donc, chaque transaction aura généralement ce hash. Même quand vous effectuez une transaction sur n'importe quel portefeuille, que ce soit Trust Wallet, Binance ou n'importe quel portefeuille qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies, quand vous envoyez, on vous donne directement ce qu'on appelle un hash de transaction. Voilà pourquoi moi, quand tu m'envoies par exemple des crypto-monnaies, je n'ai pas besoin que tu m'envoies une capture d'écran comme preuve de paiement. J'ai seulement besoin d'avoir un hash de transaction. Puisqu'avec ces hash là-bas, je peux directement aller sur la blockchain et je vais rechercher cette transaction. Donc, je copie mon hash. OK? Prenons une transaction au hasard. Je vais prendre cette transaction ici. Je viens ici sur la barre, dans la barre de recherche. Je vais coller cette adresse là-bas, puis je vais cliquer sur recherche. Là, directement, on va chercher cette transaction là-bas pour voir comment est-ce qu'elle évolue, qu'est-ce qui s'est exactement passé. Right? On va que cette transaction, on va essayer de la voir. Voilà. Donc, c'est la transaction ici. Donc, directement, on va me montrer le hash des. Donc, même une transaction qui avait été effectuée en tout premier par Satoshi Nakamoto. Si j'arrive justement à trouver les hash là des transactions, je peux facilement savoir quand est-ce que cette transaction là-bas avait été effectuée, à quelle heure, à quelle minute, donc tout ça. Vous voyez, quand je clique maintenant dans cette transaction ici, pour essayer de voir les détails de la transaction en soi, on peut voir, voilà, on peut voir les hash qui est ici, on peut voir que la transaction ici a été effectuée il y a 14 minutes et 34 secondes. Vous voyez, là, les secondes sont en train de bouger. Voilà, vous pouvez très bien le voir ici, par exemple. Voilà, vous le voyez ici. La transaction a fait, vous voyez, là, c'est même en train de compter. Right? Il y a eu le frais, donc
C'était une transaction, voilà. Une transaction a été effectuée. C'est une transaction de 51 000 dollars sur le Bitcoin. Là, tout de suite, donc, il y a juste 15 minutes, il y a une transaction qui vient d'être effectuée sur le Bitcoin, right? Et regardez le frais des transactions, c'est énorme, mais bon, pour de tels montants, payer de tels frais, bon, ça représente carrément rien. Et puis, si on veut avoir des transactions beaucoup plus rapides, et ça, donc, on voit directement que ces transactions ici, ils se trouvent dans 7 blocs. Souvenez-vous, un bloc, il regroupe plusieurs transactions. Right? Et là, directement, je peux voir la transaction est venue de ce portefeuille ici pour aller dans ce portefeuille ici. Vous voyez un peu. Donc, cette personne ici a envoyé à celui-ci. Mais je ne saurais pas si c'est qui précisément. Vous voyez. Donc, si on peut cliquer également, parce que ici, vous ne pouvez pas uniquement chercher une transaction avec un H, mais vous pouvez également chercher une transaction avec une adresse, par exemple. J'ai une adresse Bitcoin que je vais traquer. Là, je peux voir toutes les transactions qui ont été effectuées, vous voyez, depuis que ce wallet-là existe. Donc, si par exemple, aujourd'hui, j'arrivais simplement à trouver ton portefeuille, ton adresse Bitcoin, je peux venir sur la blockchain, je vais tout rechercher. Je vais voir toutes les transactions que tu as effectuées depuis depuis que ton portefeuille existe. Mais je ne saurais pas exactement si tu as envoyé les fonds à qui. Je ne saurais même pas si cette adresse-là t'appartient. Bon, à moins que tu me l'envoies sur WhatsApp. C'est toi qui me l'envoies et tu me dis voilà, ça c'est mon adresse. Mais quand vous trouvez seulement une adresse comme ça au hasard sur Internet et que vous venez les traquer ici, c'est très difficile de savoir si l'adresse là appartient précisément à qui. Bien que vous pouvez voir toutes les transactions qui ont été effectuées, mais vous ne pouvez pas voir si il appartient à qui. Non, vous ne pouvez pas avoir son nom. Ok? Est-ce que d'abord, jusque-là, est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me captez très bien? Si le son est beau, faites-moi un petit signe là dans les chats. Voilà, donc comme je le disais là, donc en bref, toutes les blocs. Donc la première personne qui avait effectué la première transaction, c'était Satoshi Nakamoto lui-même. Bon, voilà, bien que c'est un pseudonyme. Et les premiers, les premiers pardon, le premier bloc qui a été effectué en tout premier, c'était ce qu'on appelle, on appelle ça les Genesis blocs. Les Genesis blocs, les Genesis blocs, c'est enfin, en vrai, c'est le premier bloc avait été miné sur les bitcoins juste après sa création. Non, 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 pas Chayoto. C'est ce qui a été miné en tout premier. On appelle ça les Genesis blocs en soi. Donc, si on avait par exemple le temps, on pourrait les rechercher et voir directement les hash des transactions, tout ça, tout ça. Donc, je l'ai même là sur moi. On pourra les chercher ensemble. Donc, il avait envoyé 50 bitcoins. C'était le, combien? Le prêt. C'était le 3 janvier 2009 à 18h15. C'est là que la première transaction en bitcoin avait été effectuée. C'était 50 bitcoins en soi. Donc, vraiment, tout peut être tracé. Donc, la prochaine fois où on vous enverra, par exemple, des crypto-monnaies ou qu'on vous enverra une transaction, vous aurez uniquement besoin du hash de transaction pour pouvoir les traquer. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, quand on effectue une transaction, il passe premièrement sur les réseaux pour validation avant d'arriver dans ton portefeuille. Maintenant, il y a des moments où ça traîne un peu avant d'arriver dans ton portefeuille. La personne qui t'a envoyé des cryptos te dit non, non moi j'ai déjà envoyé, mais toi tu n'as pas réussi. Mais comment maintenant faire le suivi? Si tu prends par exemple les hash de transactions qui peuvent te donner, ou même rien qu'avec l'adresse, tu peux voir, ok, ça c'est la dernière transaction qu'il a envoyé et il a envoyé autant d'argent. Et là tu peux voir comment est en train de se dérouler ta transaction, puisqu'il y a des confirmations. Parfois on écrit 1 sur 3, donc ça doit passer par 3
confirmation avant d'arriver dans ton portefeuille. Vous voyez, donc tu peux facilement le traquer de cette façon là-bas. Donc, ça, c'était comment voir maintenant les transactions uniquement de Bitcoin. Maintenant, comment voir les transactions pour d'autres blockchains, comme par exemple le Binance Smart Chain. Pour le Binance Smart Chain, on va aller sur Binance Smart Chain Scan. Right? Donc, on va taper BSC Scan sur Google. Puis, on va rentrer dans le premier lien ici. bsscan.com. Ça, maintenant, ça, c'est l'exploration. Donc, ça, on appelle ça des explorateurs. Donc, explorer ou explorateur, voilà. Ça dépend. Donc, en vrai, ce sont des plateformes où on peut facilement vérifier l'état des transactions, puisque ils utilisent les données qui sont directement sur la blockchain en soi. Bien sûr, vous pouvez voir cette même donnée sur d'autres plateformes, bien pas uniquement sur Basecamp ou bien d'autres plateformes, mais en tout cas, il faut aller sur des plateformes officielles, comme celle-ci, comme Basecamp, lui, on y trouvera des transactions liées sur le. C'est la même chose, comme on peut très bien le voir ici. Ici, à côté, il y a les récents blocs qui ont été créés. Vous voyez, ce bloc ici a été créé il y a 6 secondes. Ce bloc ici a été créé il y a 9 secondes. Ce bloc ici a été créé à 12 secondes. Ce bloc a été créé à 15 secondes. Donc, bref, vous voyez que presque toutes les secondes, il y a des blocs qui sont créés. Et souvenez-vous, le bloc contient des transactions. Right? Puisque ici à côté, on a maintenant les dernières transactions. Et là, on voit que en seulement une seconde, il y a des centaines et des centaines de transactions qui sont effectuées. Ouais. Regardez ça, donc 9 secondes, 9 secondes, 9 non. Ça se synchronise parfois chaque 10 secondes. Comme vous pouvez très bien le voir ici, il y a par exemple, ça c'était un dépôt. Ça c'était un swap. Donc on a swappé. Swapper, ça veut dire échanger. J'ai par exemple des bitcoins, je les échange contre des BNB par exemple. Ça on appelle swap. Donc c'est comme convertir une crypto-monnaie en une autre. Ça c'était par exemple un transfert. Ça c'était un swap, un multico. Donc ça on a fait avec par exemple les smart contracts. Ça c'est un sign-in, ça veut dire par exemple ça c'est exemple pour les smart contracts. Ça ce sont les staking. Donc ici on a staké. Donc bref, toutes les transactions sont ici. Ça c'est un pay. Donc ça dit on a effectué un paiement avec donc bref, et ça tout ça s'est passé à la même seconde. Transactions des personnes. Et si on va prendre la dernière transaction ici, on voit que cette transaction ici a été effectuée il y a une minute. Et voilà son numéro de bloc. Le statut, il est success, donc c'est confirmé. Par exemple, quand vous voyez votre transaction ici, si c'est écrit en attente, hein, c'est que le machine qui valide les transactions, toujours, donc les ministres sont en train de travailler sur ça, donc la transaction n'est pas encore confirmée. Mais quand on va écrire succès, c'est que la transaction est déjà confirmée et les fonds sont déjà arrivés dans ton portefeuille. Ok? C'est-à-dire, celui qui a envoyé les cryptos, il est ici. Et celui qui a reçu les cryptos, il est ici. Right? Donc, bref, il y a toutes les données. Vous pouvez très les traquer n'importe. Rechercher par exemple une crypto ou un token. Vous cliquez ici dans la barre de recherche, ici en haut, la barre de recherche. Tac. Et puis directement, vous effectuez votre transaction, vous faites votre recherche de votre transaction. Donc même la première transaction qui avait été effectuée ici, je pourrais très bien le. C'est pour les réseaux Binance Smart Chain. Maintenant pour les réseaux, c'est pas bien qu'il y a certains multi-blockchain. Okay? Il y a certains explorateurs multi-blockchain, mais ici, je vais uniquement vous montrer des blockchains populaires, des grosses crypto-monnaies. Là, maintenant, je vais vous montrer comment maintenant réussir une transaction faite avec le réseau Ethereum. Ethereum, donc là, ça sera Etherscan. Vous voyez, sur Google, vous tapez Etherscan.
Vous cliquez sur le premier, le etherscan.io. Et là, vous verrez que c'est la même chose, tu vois. C'est Etherscan ici, mais c'est presque le même design avec le BScan. Vous voyez, il y a les récents blocs qui ont été créés sont ici. Donc, tous ces blocs ici sont connectés entre elles. Vous voyez. Voilà pourquoi c'est très difficile de pouvoir. Donc, voilà aussi, ça ne veut pas dire que si on ferme, par exemple, ce site web, déjà on ferme la crypto. Non, ce n'est pas ça. Ces données sont directement sur les réseaux. Et c'est comme s'ils utilisaient, par exemple, l'API pour tirer les données du réseau pour les afficher ici sur le. Donc, on a créé seulement ces sites web ici, c'est seulement pour faciliter les transactions. Donc, pour faciliter l'interface. Hein. L'interface en soi, les designs, que ce soit facile à voir. Les qui sont ici, on peut les retrouver également sur un autre site web.